Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Sarah. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, je suis hyper impressionnée. Je suis à côté de Maître Sarah Kébir, qui est la nouvelle vice-bâtonnière de Lyon. Exact. C'est ça ? Exact. Avec Maître Alban Pousset-Bougère. Pousset-Bougère. Donc vous avez été élus tous les deux là sur un nouveau mandat qui a commencé le 31 janvier. Voilà. Donc c'est un mandat de quoi ? De 3 ans ? 2 ans. 2 ans. C'est un mandat de 2 ans. Donc vous êtes à la tête du bâtonnat, ce qu'on appelle le bâtonnat de la ville de Lyon. Du barreau de Lyon, oui. Barreau de Lyon. Exact. Vous allez nous expliquer un petit peu ce parcours et comment vous êtes arrivé là. Vous êtes avocat, évidemment. C'est ça. Mais d'abord, Sarah, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée ? Allez, j'ose vous poser la question. Et ça veut dire quoi, surtout pour vous, cet engagement ? Alors, pour moi, l'engagement, c'est de vouloir prendre part à un projet, prendre part à sa vie, tout simplement être aux commandes de sa vie, vouloir faire avancer les choses, vouloir porter une voix. Donc, ça peut être un engagement, pour moi, très divers. Il y a des femmes qui vont vouloir s'engager en politique, s'engager dans leur municipalité, s'engager dans peut-être plus des loisirs, ce qu'on verrait comme des loisirs, des activités sportives, de la pâtisserie, de la cuisine. C'est toute la diversité des femmes que vous recevez. Donc moi, je pense être engagée sur un certain nombre de sujets, et notamment dans la vie de mon barreau, donc sur un aspect plus professionnel. Donc dans cet engagement, il se concrétise comment ? Uniquement dans le fait d'être engagée dans votre profession ? Pour vous, personnellement ? Non, pour moi, ça remonte à un peu plus longtemps. Pour moi, ça remonte d'abord à avoir créé mon cabinet. D'accord. Parce que c'est vrai que j'ai créé un cabinet assez tôt. J'avais 3 ans de bar. Je me suis associée avec une consoeur. Donc, on a créé notre cabinet, créé notre marque, créé notre podcast, créé des outils de communication, une vraie marque de com. Donc, ça, pour moi, c'est déjà un engagement. C'est de dire les femmes peuvent non pas avancer, évoluer et s'associer, mais elles peuvent créer quelque chose. Et puis, en parallèle, c'est effectivement l'engagement par les élections, le jeune barreau, le conseil de l'ordre, le bâtonnat. Donc voilà, c'est ces 2 ordres-là, mais c'est aussi s'investir dans tout simplement ma vie d'avocat en créant mon cabinet et en se disant, avec mon associé, c'est possible. De votre retour d'expérience à vous, les femmes, elles sont suffisamment présentes aujourd'hui dans le débat public, dans l'espace public ? Alors, ça dépend ce qu'on va considérer comme étant l'espace public. C'est vrai qu'à certains postes, on déplore parfois toujours un peu un plafond de verre. Alors, on ne sait pas tellement l'identifier. Pourquoi ? Est-ce que c'est les femmes qui ne veulent pas aller plus loin ? Est-ce que c'est les femmes qui sont empêchées d'aller plus loin ? Moi, je pense qu'il faut tout tenter. Voilà, il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. Il faut peut-être arrêter de se positionner aussi comme étant une femme pour se dire qu'il n'y a plus de barrières, tout simplement. Pas d'autocensure, pas de censure des autres, il faut le tenter. Voilà, il faut le tenter. Et aujourd'hui, moi, dans ma vie professionnelle, je pense que par ma vie professionnelle, j'arrive à prendre part au débat public. Voilà, et je ne me dis pas, je suis une femme, donc il faut que je le fasse. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et par contre, ça m'est permis parce qu'on ne me dit pas que je suis une femme, tout simplement. Et est-ce que vous avez ressenti un frein dans votre carrière professionnelle à un moment donné par le fait d'être une femme ou pas du tout, ou au contraire, ça a peut-être joué positivement ? Alors, moi, à titre personnel, non, parce que comme je le disais, j'ai pu évoluer, j'ai été formée en cabinet, j'étais collaboratrice, je n'ai pas eu de difficultés, j'ai créé mon cabinet, j'ai pu participer à des élections. Effectivement, arriver au vice-bâtonnat de Lyon, c'est pas rien non plus, avec peut-être une problématique qui était plus portée sur mon âge et ma jeunesse que sur je suis une femme, parce qu'au barreau de Lyon, on a quand même de la chance, on a des bâtonnières et des vice-bâtonnières de manière régulière et c'est très bien. Moi, je pense qu'il y a peut-être plus une difficulté qui se reporte sur la maternité. Voilà. Là, on a en plus un exemple, c'est assez perturbant d'en parler aujourd'hui, parce qu'on a un exemple qui date de jeudi, d'une avocate à Paris, on n'est pas à Lyon, mais on est à Paris, qui perd les os en audience, parce qu'elle est en audience à 8 mois et demi de grossesse, que les magistrats refusent de renvoyer son dossier et qui va perdre les os en audience. Voilà, donc une issue. Et on est bien au mois d'avril 2024. Voilà. Okay. Donc, je pense que la problématique, elle est plus sur la maternité et même la paternité aussi, sur les congés, sur comment revenir, qu'il n'y ait pas de problématique de rétrocession de rémunération après une période d'arrêt pour accueillir un enfant, que sur, en soi, être une femme. D'ailleurs, c'est une des premières mesures, je crois, que vous avez prises avec le bâtonnier, c'était de pouvoir donner priorité aux mamans, aux futures mamans. Oui, alors
C'est quelque chose qui existait déjà, mais qui était un usage. On a un certain nombre d'usages entre nous quand les avocats vont en audience. On a des usages avec le bâtonnier, le vice-bâtonnier ont une priorité de passage pour pouvoir être libérés plus vite. Les avocats qui viennent de loin, s'il y a un avocat de Dunkerque qui vient plaider à Lyon, on va le laisser passer en priorité pour qu'il puisse rentrer, faciliter dans l'ordre des audiences dans la journée. Et puis, on a un usage qui est de permettre aux consoeurs enceintes de passer. Mais c'est un usage, ce n'est pas écrit. Et on a constaté, notamment pendant notre campagne au Batonac, remonter un certain nombre de difficultés. Et des confrères ou consoeurs qui trouvaient que cet usage n'avait pas lieu d'être. Donc effectivement, on a proposé au Conseil de l'Ordre d'inscrire cet usage qui devient donc une règle dans notre règlement intérieur. Et un certain nombre de barreaux, dont Paris, nous avait contactés pour féliciter le Conseil de cette mesure et souhaitent nous emboîter le pas. Alors c'est regrettable de devoir l'inscrire et le rendre obligatoire parce que ça devrait être assez naturel, comme cette consoeur qui a 8 mois et demi est en audience parce qu'on est dans la majorité des cas libéraux, donc effectivement, on travaille tard jusqu'au terme. Voilà, on ne devrait pas avoir ce genre de difficultés-là, mais parfois, il faut légiférer pour que ça avance. Mais alors, précisément, la profession d'avocat, elle est quand même... Il y a beaucoup de femmes dans votre profession. Oui. En revanche, il y a une rupture, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a des postes pour passer à des postes d'associés ou pour passer... Non, je ne sais pas. On a plusieurs problématiques, mais qui ne concernent pas que la profession d'avocat, qu'on va observer dans d'autres secteurs d'activité, de durée du travail, entre guillemets. Les libéraux, on n'a pas de durée du travail, mais on a des collaborations à temps partiel qui sont plus féminines que masculines. Ah oui. Alors après, se pose la question de est-ce que c'est subi ou est-ce que c'est volontaire? Parce qu'il y a des consoeurs qui nous disent, c'est un choix personnel parce que je vais être auprès de mes enfants, parce que j'ai d'autres activités, notamment dans l'enseignement. Voilà, donc la difficulté, elle est de savoir à mon sens, est-ce que c'est une problématique, est-ce que c'est une contrainte imposée aux femmes ou est-ce que c'est que les femmes font d'autres choix? Voilà, on a un peu les deux. Voilà, on a des consoeurs qui ne s'associent pas parce que les conditions d'association ne permettent pas de prendre en compte les contraintes de leur vie personnelle et familiale. Et à l'inverse, on a des consoeurs qui s'affranchissent de ça, un peu comme nous on l'a fait. Alors, c'était pas pour ces raisons-là, parce que moi, personnellement, encore une fois, j'avais pas de difficultés, mais qui s'affranchissent des difficultés en créant leur cabinet avec une volonté de ne pas reproduire des éléments ou des pratiques qui seraient problématiques. Vous le disiez, ce que vous aviez ressenti, c'est finalement plutôt un frein lié à votre jeune âge qu'au fait d'être une femme, pour qu'on vous fasse confiance, pour progresser, pour peut-être vous inscrire dans ce bâtonnat? Alors, c'est vrai que nous, au barreau de Lyon, on a un barreau plus féminin que masculin aujourd'hui. Les femmes sont très bien représentées et on a des consoeurs qui sont à la tête de très beaux cabinets. Donc, le barreau n'a pas de problématique à ce niveau-là, en tout cas. Après, c'est vrai que dans le cadre de la campagne, on ne m'a pas reproché d'être une femme vice-bâtonnière auprès d'un bâtonnier parce que il y a eu des questions par contre, mais de l'extérieur, pas du barreau. C'est vrai que sur LinkedIn, une personne m'avait interpellée en disant mais pourquoi c'est pas l'inverse? Mais c'est pas l'inverse pour plein de raisons, mais pas parce que je suis une femme, parce que la précédente bâtonnière... C'est pas une obligation de faire un binôme homme-femme pour se présenter? Non, ce n'est pas une obligation. Donc là, c'était un choix et j'en ai perdu le fil de la question, je suis désolée. Mais voilà, et l'idée, le reproche qui a été fait, c'était plutôt ma jeunesse, parce que c'est vrai qu'à ces fonctions-là, c'est en principe des confrères plus expérimentés qui se présentent. Il ne m'a pas été reproché d'être une femme vice-bâtonnière. Et qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit que vous êtes trop jeune? Bon, ça, on a répondu par l'expérience, tout simplement. Effectivement, on a répondu par la présentation de mon CV, des missions ordinales que j'avais pu accomplir. Et ça, c'est aussi un... Parce que c'est une question qui revient souvent. Chez les femmes que j'interroge, elles me renvoient beaucoup ce fait que, oui, au-delà d'être une femme, c'est pas forcément ce qui pose problème, mais c'est vrai que la jeunesse, le jeune âge, c'est un... Bon, on vous le reproche pas longtemps, c'est ça qui est bien. C'est ça. Ça passe assez vite. Mais en tous les cas, il y a quand même ce côté, on a du mal à faire confiance quand on est plus jeune. Bon, c'est par l'expérience que ça passe, par montrer que bien qu'étant jeune, j'avais quand même réalisé un certain nombre de choses. Et puis maintenant, il reste à faire mes preuves.
Alors, Sarah, quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi? Vous vouliez déjà être avocat? Alors, c'est un peu... Moi, j'ai voulu être enseignante pendant un moment. D'accord. Mais j'ai très vite été vers l'avocature. Et je suis entrée à la fac de droit pour être avocate. Et j'en ai pas... Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce métier? C'était quoi? Vous vouliez sauver les gens? C'était le... C'est la défense. Alors, c'est vrai que c'est pas du tout finalement ce que je fais aujourd'hui, parce que à part nos parents, il y a assez peu de monde qui pense qu'on est des super-héros. Mais c'était effectivement la défense et puis cette vision qu'on peut avoir de l'avocat quand on est jeune, comme on a une vision un peu tronquée des enseignants. Et puis, au fur et à mesure que ça a évolué, effectivement, je l'ai affiné et c'est la vision du métier que je pouvais avoir qui a changé, le domaine dans lequel je voulais évoluer qui a changé. Donc, vous faites une fac de droit, vous êtes lyonnaise? Oui. Donc, vous faites une fac de droit, vous êtes diplômée, vous passez c'est un concours, hein, C'est un examen d'entrée à l'école des avocats. D'accord. C'est ça. Et puis, je sors avec... en ayant fait 2 stages, dont un stage dans un cabinet dans lequel je vais rester ensuite en collaboration. C'est un cabinet dans lequel le bâtonnier était associé. D'accord. Qui était à la tête du cabinet. Du coup, vous êtes spécialisée en quel droit? Eh bien, justement, moi, je travaillais dans l'équipe droit social, donc en droit du travail. Et effectivement, depuis, j'ai passé cette spécialité, parce que quand on sort de l'école, on est avocat. Ouais. On peut exercer dans tous les domaines qu'on veut. Et quand on a 4 ans de pratique effective et concrète dans une matière, on peut passer un examen de spécialité. Donc, il y a un écrit et un examen oral. Donc, on a passé ça respectivement, mon associé et moi. On cherche à aller toujours un peu plus loin pour pas s'ennuyer. Ouais. Et donc, effectivement, je suis spécialiste en droit du travail et j'exerce principalement aux côtés des salariés, en contentieux, mais aussi en conseil. Ça, c'est très important d'intervenir aussi à titre... en conseil, en négociation de contrat, en conseil rupture, en fait. À titre préventif. Et ça, c'est aussi un engagement. L'avocat, ce n'est pas que du judiciaire. C'est la vision qu'on peut avoir quand on est enfant. C'est les tribunaux, mais on a tout un pan d'activité qui est hors des tribunaux. Oui, c'est ça. On a la vision soit du droit pénal avec les grands ténors du barreau qu'on voit plaider, etc. Mais finalement, ça, c'est une petite partie de la profession. En termes de proportion, je ne dirais pas que c'est une petite partie, mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a pas mal d'avocats qui ne portent jamais la robe, sauf pour les cérémonies officielles. Ah oui, d'accord. Parce qu'ils font du conseil. Oui, c'est ça. Vous n'allez pas tous forcément au tribunal c'est ça. Plaider. Mais quand même, il y a une spécificité de votre profession à s'exprimer au nom d'ailleurs de quelqu'un d'autre. Donc à représenter des intérêts, à représenter quelqu'un, donc à prendre la parole finalement. C'est vrai. C'est quand même un marqueur de votre profession, ça. Oui, c'est le socle. Notre profession n'existerait pas si on n'avait pas un mandat pour un client. Notre profession, qu'on soit en conseil, en contentieux, dans n'importe quelle matière, on est là pour être la voix et pour participer à défendre les intérêts de quelqu'un. Et on vous l'apprend, ça, à l'école des avocats? On l'apprend principalement par la pratique, parce que ce positionnement est compliqué, notamment dans la négociation, selon les intérêts à défendre, ce qu'on va prioriser. Est-ce qu'on priorise une issue rapide? Est-ce qu'on priorise un montant? Est-ce qu'on priorise complètement autre chose? Le client aussi. Il y a des modes de réflexion, des volontés différentes, les positions adverses. Donc tout ça, justement, c'est cette pratique en cabinet avec un collaborant, donc on pourrait appeler entre guillemets le patron. Donc ça, normalement, faut pas le dire. C'est pas du tout un lien de patronage. Mais le cabinet pour lequel on collabore nous apprend ça plus qu'à l'école, où à l'école, on va avoir des exercices, effectivement, des techniques de plaidoirie, mais qui sont pas véritablement concrètes. Donc, vous devenez spécialiste du droit du travail. Oui. Et là, vous décidez de monter votre cabinet avec une... Alors, on avait déjà créé le cabinet quand on a passé nos spécialités. Mais effectivement, donc c'est d'abord une amie qui me dit « J'envisage de m'installer. Est-ce qu'on ne créerait pas un cabinet ensemble ?» En général, quand je réfléchis, c'est assez rapide. Donc, je lui donne une réponse positive très, très vite. Et on discute, on prépare ça pendant... une petite année, d'accord, quand même, parce que c'est un changement complet. Oui, oui, bien sûr. C'est un investissement aussi, puisque là, vous partez de zéro. C'est ça, on part de pas grand-chose. Comment on fait? Est-ce qu'on se rapproche, mais on reste individuel? Est-ce qu'on crée une société? Est-ce qu'on met tout en commun?
il y a eu pas mal de questions. Et puis, on va le dire, c'est vrai qu'on est jeune, donc on a des aspirations aussi personnelles, familiales. Donc, comment on fait en sorte d'essayer d'appréhender ça le plus tôt possible pour que l'association soit pérenne? Et puis, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est important de le dire parce que finalement, les gens, quand ils créent des entreprises, on ne parle jamais de cet aspect-là. Mais ça revient quand même de plus en plus. C'est d'être au clair avec ce qu'on a envie, le mode de vie qu'on souhaite choisir, etc. Ce qui est important et de le définir quand on veut s'associer avec quelqu'un. Il faut de toute manière, dans tout projet, je pense, définir les valeurs motrices. Qu'est-ce qu'on va prioriser? Est-ce que ce qu'on souhaite, c'est... on peut prioriser plein de choses en même temps. Un équilibre vie pro, vie perso, une recherche de sens, un gain financier. Et en fonction, la démarche n'est pas la même. Quel est le client idéal, comment on va communiquer pour aller le chercher, et puis comment on fait si on a une difficulté. Enfin, ça, c'est comment on anticipe le fait que peut-être dans 4 ans, l'une de nous voudra quitter la profession. Voilà, ça, c'est des choses... On essaie de tout prévoir. On a, en tout cas, nous avons beaucoup discuté. On a pris conseil aussi auprès de confrères plus expérimentés, notamment sur les formes sociales à privilégier, puisque les cordonniers sont les plus mal chaussés, on a l'habitude de le dire. Donc, on a essayé, nous, on a confié ça à un confrère pour être bien accompagné. Et c'est très important, effectivement, de définir... on a été dans des détails. Est-ce qu'on ferait rentrer un autre associé ou pas? Parce que ça, c'est pareil. Quand on est 2 et qu'on fait entrer quelqu'un, ça déséquilibre la chose. Si l'une de nous veut tous ses mercredis, c'est quand même une question qui... pour pouvoir s'occuper des enfants de manière volontaire et pas de manière contrainte, comment on fait? Est-ce que ça a des conséquences sur nos rémunérations? Donc tout ça, c'est des choses dont on parle. Voilà, et qui se discutent très facilement, qu'on soit homme et femme, si ce n'est qu'il y a un tabou de manière générale sur le sujet. Sur le sujet. Mais... Et alors, singularité, c'est que vous avez décidé de créer un podcast, vous le disiez tout à l'heure, avec votre consoeur. Oui. Pourquoi vous avez fait ça et c'était quoi l'idée? Alors, l'idée, c'est que nous, dans notre recherche, dans nos valeurs motrices et dans nos engagements, l'idée, c'est le client avant tout. Et dans le client avant tout, on veut répondre aux critiques des clients envers les avocats. D'accord. Et généralement, c'est mon client ne me répond pas assez vite ou mon avocat, ne me répond pas assez vite. L'inverse peut être vrai aussi. Ça arrive aussi. Mon avocat n'est pas forcément accessible ou je ne comprends pas ce que me dit mon avocat. Ouais. Donc, on est parti de ça pour tirer un certain nombre de conséquences en se disant, par exemple... nos clients ont nos lignes directes. Ouais. Ils ont nos téléphones portables. On accepte de communiquer par SMS. Parce que pour nous, ce n'est pas un problème. Par contre, effectivement, on met des... Il y a un cadre. Voilà, il y a un cadre. Nos clients, et ça se passe très bien, nos clients ne nous appellent pas à 23h ou le samedi. Voilà, donc on fait un certain nombre de choses et on est attaché à l'accessibilité du droit. Et là, on fait quand même un constat. On voit passer tout un tas de choses sur les réseaux sociaux avec des clients qui viennent nous dire « mais vous me dites ça, mais j'ai lu sur Internet que… » Ça, c'est terrible. Voilà. Donc, la mauvaise information que les justiciables vont s'approprier et qu'ils vont utiliser à mauvais escient. Donc, on s'est dit « mais nous, on est avocate, on a quand même une légitimité à intervenir sur ces sujets. Pourquoi on ne le fait pas ?» Et alors ça, c'est mon associé, on va lui rendre quand même qui a plein de bonnes idées et qui me dit on va créer une marque, Je peux pas, j'ai avocat, et on va lancer un podcast. On va ouvrir une chaîne YouTube, on va faire des vidéos, et là, on se lance dans quelque chose un peu bricolé parce que nous, ça nous fait plaisir de le faire, qui prend une ampleur avec effectivement des milliers d'abonnés et des centaines de milliers de vues, qui est partagé, repartagé, parce qu'on s'est positionné comme on donne une information, mais avec la certification que c'est donné par un avocat. Donc nécessairement une crédibilité qui est importante. Mais ça veut dire que vous avez ressenti le besoin de prendre la parole dans le débat public, pour le coup. De communiquer à la place de ceux qui communiquent de manière un peu plus... Oui, un peu moins sérieuse. Pour le dire aussi. C'est ça. Sur des choses toutes bêtes, des éléments qui sont des rumeurs ou des pensées acquises. Des informations, c'est ça. Voilà, et qui vont... je donne un exemple tout bête. La bonne idée, si on veut être licencié pour avoir le chômage, c'est de se mettre en abandon de poste. Voilà. Non, ce n'est pas du tout une bonne idée. Encore moins aujourd'hui. On va communiquer là-dessus. Et puis, on s'est dit qu'on avait
pas mal de confrères qui ont des singularités, que ce soit dans leur pratique ou dans leur domaine. Dans le podcast, on interviewe ces confrères-là pour mettre un peu en valeur leurs particularités. Donc voilà, l'idée, c'était d'être vraiment proche des personnes. Alors, on l'a jamais, enfin moi en tout cas, je l'ai jamais identifié comme ça, mais ça s'en rapproche en participant effectivement c'est ça. au débat. Enfin voilà, on n'a pas eu peur de prendre la parole. Et alors, comment on en arrive à devenir vice-bâtonnière? Alors, comment on en arrive à devenir vice-bâtonnière? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai toujours été intéressée, mais que ce soit à l'école des avocats ou avant, par le collectif. D'accord. Si je remonte, c'était être déléguée de classe. J'étais au conseil d'administration de l'école des avocats, donc j'ai toujours été intéressée par le collectif. D'accord. Et donc, j'ai commencé par être représentante du jeune barreau. Donc ça, ce sont les élus qui ont moins de 50 barres au barreau. Donc, j'ai commencé assez vite à m'intéresser à la chose ordinale et donc à la vie de l'ordre et à la déontologie. Donc, la déontologie, ça, j'y suis tombée dedans très, très tôt. Dès que j'étais à l'école des avocats, j'étais dans la commission déontologie du barreau. Et donc, un peu au cœur des sujets, parce que pour nous, avocats, la déontologie prime absolument tout, prévenir les conflits d'intérêts, se comporter avec confraternité, avec délicatesse, voilà. Très, très vaste, mais très complet. Et donc, je commence au jeune barreau. Ensuite, je poursuis quelques années, enfin, j'ai une pause de quelques années dans les mandats. Je reste à la commission de déontologie et la bâtonnière Marie-Joseph Laurent me propose de devenir coprésidente de cette commission. Ah, ok, d'accord. Alors ça, c'est quand elle me le propose, pareil, je réfléchis pas très longtemps, mais je suis un petit peu surprise parce que c'est la commission reine chez les avocats. Et c'est une commission qui est présidée habituellement par des bâtonniers. D'accord. Sauf que moi, je n'étais ni bâtonnière, ni très, très expérimentée. Et là, elle met l'accent sur l'expérience et la compétence. Voilà, ce qui est quand même quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, bien sûr, du coup, voilà. C'est intéressant. Et quand elle vous a posé la question, vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes demandé si vous étiez légitime pour prendre... Oui, oui, mais complètement. Il y a d'abord une question de légitimité. C'est marrant, même vous posez la question. Oui, mais parce que ça, Mais c'est pas un frein, parce que je lui ai dit oui quand même très vite. Hein. Okay. Et puis, c'est vrai que ce raisonnement-là, c'est quelque chose d'un peu inné qui est ancré. Hein, quand Alban Pousset-Bougère me propose d'aller avec lui sur les élections du bâtonnat, d'abord, je réfléchis un peu plus longtemps parce que ça a des conséquences sur la vie personnelle, sur l'organisation du cabinet. Donc, il fallait que j'en parle à mon associée qui a été collaboratrice dans un cabinet d'une bâtonnière, donc qui sait ce que ça peut... ce que ça implique. Voilà, ce que ça peut impliquer. Mon compagnon aussi, parce que pour notre vie de couple, ça a des incidences. Et puis, je sonde aussi... alors, pas sur la question de est-ce qu'une vice-bâtonnière pourrait être problématique pour le barreau, mais moi, j'avais un questionnement par rapport à mon âge. Est-ce que mon âge peut être problématique? Est-ce que ça peut être contraire aux intérêts du barreau? Parce qu'on a des fonctions de représentation, on a des fonctions de règlement des différends entre avocats. Ouais. Voilà. Et les personnes que je sonde me disent que non. Parce qu'on a travaillé ensemble déjà, parce qu'ils sont passés pour certains par là, et ils me disent que non, ce ne serait pas du tout le sujet. Et on en revient à compétences et expérience. Et donc j'y vais. Et entre-temps, effectivement, j'avais participé aux élections pour être au Conseil de l'Ordre. Donc, je suis passée assez brièvement au Conseil de l'Ordre, puisque ensuite je suis passée sur le bâtonnat. Mais l'idée, c'est la participation au collectif. Moi, c'est pour moi moteur. C'est pour qu'on puisse améliorer les choses, il faut... et puis, on est une profession réglementée, on est un corps. J'ai jamais apprécié de râler parce que quelque chose ne va pas sans essayer de proposer une solution. Ça aussi, c'est quand même très important et vous y participez. Hein. On essaie de chercher des clés, on constate des problématiques, on essaie de chercher des clés. On essaie d'agir. Sinon, ça sert à rien. Oui, râler dans son coin, ça ne fait pas avancer les choses. Donc voilà, et je pense que c'est ça un petit peu mon leitmotiv. J'ai une vision idéale de la profession et de la manière dont je veux exercer. Donc, j'en arrive à créer mon cabinet. J'ai une version idéale de ce que j'aimerais que les clients aient comme relation avec l'avocat. On développe le podcast. Et j'ai une vision idéale pour mon barreau. Alors, on ne pourra pas tout changer, mais
on vient apporter des petites choses. Oui, vous venez contribuer pendant l'espace de ce mandat. C'est ça. À l'évolution de votre profession, son actualité, etc. C'est ça. Sachant que après, parce que c'est un investissement que vous faites en plus de votre travail, hein, on est d'accord. Oui, vous gardez votre cabinet, vous gardez votre mission, donc c'est vraiment quelque chose que vous venez endosser pour le collectif. C'est ça. Et il faut garder son cabinet parce que moi, dans 2 ans, il faut que je retrouve ma clientèle et il faut que je puisse continuer de travailler parce que j'entends pas arrêter tout de suite, du moins. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... oui, c'est une cape qu'on met en plus et qui est très prenante. Mais alors, qu'est-ce que ça apporte de s'engager comme ça? Parce que, vous l'avez souligné, c'est prenant professionnellement, ça a un impact aussi sur sa vie personnelle parce que forcément, on ne peut pas être partout. Du coup, c'est quoi le moteur? Pourquoi on le fait? Qu'est-ce que ça vous apporte? Mais je crois qu'on le fait parce que, en tout cas, je vais parler que pour moi, mais je pense que le bâtonnier, c'est aussi, c'est aussi dans son esprit. C'est parce qu'on aime notre métier, on aime nos confrères et on a envie d'apporter quelque chose. On a des idées. On a envie de participer à ce collectif-là. Toute personne qui s'engage, c'est vrai que c'est un bouleversement complet parce que l'engagement, c'est pas 9h midi et puis c'est tout. C'est toute la journée, c'est parfois la nuit. Il y a des problématiques la nuit, le week-end. On est aussi beaucoup en extérieur le week-end, beaucoup de déplacements. Donc nécessairement, ça nous apporte quelque chose. Et moi, ce que ça m'apporte, c'est de me dire, j'ai compris comment ça marche et on va essayer d'apporter et de participer à l'œuvre collective. C'est une satisfaction qui n'est pas plus large que celle-ci, hein. C'est de se dire on va participer à l'amélioration des conditions d'exercice des avocats, à essayer de trouver, d'apporter des solutions à des problématiques qui sont variées, parce que les problématiques des avocats, c'est ce statut de collaborateur libéral qui n'est pas forcément ajusté, c'est la maternité, la paternité. Comment on fait quand on n'a pas de moyens de garde? On a des amplitudes horaires, il y a des audiences qui se terminent à 23h30 quand c'est pas plus tard. Ouais. Et s'il n'y a pas de moyens de garde adaptés, comment on fait? On a des problématiques de délai de la justice. Moi, j'ai des audiences en 2027, je ne sais pas où je serai en 2027. Donc voilà, et c'est toutes ces petites choses sur lesquelles, par les mandats, 2 ans, ça passe très vite, mais on va essayer d'impulser quelque chose et d'aller au bout. Quel conseil vous donneriez aux Lyonnes qui nous écoutent et qui auraient envie d'embrasser cette carrière d'avocat dont on dit qu'il y a beaucoup de monde finalement? On dit souvent que c'est une profession où il y a énormément de gens. Est-ce qu'il y a encore de la place pour de nouveaux avocats? Est-ce qu'il faut y aller? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans cette profession? Si on veut y aller, il faut y aller. Alors moi, je pense que c'est toujours bien de consulter avant parce que comme on le disait juste avant, il y a chaque avocat a un mode d'exercice différent. Même dans une spécialité. Même dans une spécialité. Est-ce que c'est le barreau de Lyon? Est-ce que c'est un autre barreau? Parce que ça aussi, ça joue beaucoup. Il y a des barreaux dans lesquels ils sont 50. Ah oui, d'accord. Et oui, tant la vie professionnelle que le mode d'exercice n'est pas le même, l'accès au juge n'est pas le même, le mode de vie familial n'est pas le même parce qu'on ne va pas acheter le même bien immobilier à Lyon que et je citerai aucun autre endroit. Mais si on aime beaucoup le soleil, il ne faut peut-être pas rester à Lille. J'aime beaucoup Lille et son bâtonnier. Bien à Lyon, alors là, attention. Voilà. Donc il y a tout ça qu'il faut bien réfléchir avant. Qu'est-ce qu'on veut? Et ensuite, il faut y aller. Et réussir, c'est compliqué. À quel moment on a réussi? Moi, pour l'instant, je considère que je réussis. Après, on verra dans le futur. J'ai mon cabinet avec mon associé. Pour moi, j'ai réussi. Pour d'autres, ce ne serait pas une réussite parce que certains vont prioriser, vont se dire j'ai réussi quand j'aurai un cabinet avec 50 salariés et collaborateurs. Certains de mes confrères ou consoeurs sont individuels. Donc, ils sont tout seuls avec ou pas d'ailleurs un assistant ou une assistante. Ils ont réussi parce que c'est ce qu'ils veulent. Alors, ils gagneront pas autant que quelqu'un d'autre, mais c'est une réussite. Donc, il faut définir à quel moment on réussit et il faut se lancer. Il faut y aller. Il y a de la place. On travaille là-dessus avec le bâtonnier. Il y a pas mal de cabinets qui n'arrivent pas à recruter aujourd'hui. Donc, il y a de la place. Il y a un problème peut-être d'adaptation de l'offre et de la demande, mais il y a de la place. Par contre, il faut voir si c'est ce qu'on veut, si c'est ce qui nous convient. Et l'un des freins qui est souvent soulevé sur la profession d'avocat, c'est cette capacité à développer l'art oratoire.
Je sais que vous, le barreau, vous êtes très impliqué sur ce sujet parce que je crois que vous avez beaucoup de concours, notamment de concours de plaidoirie, etc. En tout cas, vous essayez d'insuffler le fait que les gens s'approprient, ou que les futurs avocats, je ne sais pas, s'approprient cet art oratoire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un frein? Est-ce que si on n'est pas bon à l'oral, il ne faut pas faire avocat? Est-ce que ça se travaille? Est-ce que c'est inné? Alors, déjà, je pense que tout se travaille, ça c'est sûr. Ensuite, on participe, nous on a effectivement un concours de plaidoirie et on va développer ça parce que ça participe au lien entre les avocats, de s'amuser de l'art oratoire. En revanche, effectivement, il y a beaucoup d'initiatives, mais qui sont via les universités, des associations, et on est invité pour être dans les jurys. On y va très, très volontiers et avec beaucoup de plaisir. C'est pas un frein si quelqu'un n'est pas à l'aise à l'oral, ce n'est pas, à mon sens, ce n'est pas un frein. Non, c'est pas rédhibitoire parce que, encore une fois, beaucoup d'avocats, déjà, on n'est pas obligé, on n'est pas toute la journée en audience. Pour un certain nombre. Donc, on peut tout à fait se dire, moi, je veux être avocat, mais alors, soit je suis pas à l'aise, soit je n'aime pas. J'ai des confrères ou des consoeurs qui n'aiment pas aller plaider, qui vont aller plutôt vers le conseil ou qui vont préparer les dossiers en amont, mais demander à un collaborateur ou un associé de le plaider. Donc, quelqu'un qui ne voudrait pas sortir de son cabinet peut tout à fait être un très bon avocat. Okay. Après, la plaidoirie, peut-être que vous entendez ça comme la plaidoirie au pénal devant la cour d'assises, où ce sont effectivement des plaidoiries très longues, où on s'adresse à des jurés, où il y a une importance de l'effet de conviction. Là, oui, c'est peut-être compliqué de ne pas être ça. C'est vrai qu'il y a quand même, vous l'avez dit, il y a un gros aspect de négociation dans vos métiers, où il faut prendre la parole dans des réunions où il y a quand même du monde. C'est pas un petit format. Des fois, il y a des grands formats. Donc, c'est vrai que ça peut impressionner de devoir prendre la parole. Donc, effectivement, en fait, j'entends qu'il y en a pour toutes les personnalités et qu'il y a des outils qui existent pour le développer. Et ça se travaille, par exemple, parce que l'aspect comment négocier, quoi proposer, comment être dans une écoute active, mais pas complètement... Enfin, voilà, il y a... ça, c'est de la formation, pour le coup, qui est nécessaire et qui permet aussi de se dire, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir... y aller. Et alors, Sarah, dernière question de l'émission. Si vous aviez une baguette magique, quelle mesure, je ne vais même pas dire une baguette magique, vous êtes en responsabilité. Donc, alors, que vais-je faire? Quelle mesure vous adoptez pour que les femmes soient plus présentes dans le débat public, peut-être plus spécifiquement en regard de votre profession? Quelle mesure au singulier? Quelle mesure? Il faut faciliter leur exercice, voilà, pour qu'elles puissent avoir le temps et la disponibilité. Et donc, on va aller rechercher plein de petites choses qui grappillent du temps. On en parlait, priorité de passage en audience, ça permet aux consoeurs qui sont enceintes de quand même poursuivre leur activité de manière satisfaisante. On va pouvoir les regarder, on en parlait, les modes de garde. Nous, on a une vraie problématique au barreau aujourd'hui. Est-ce que, oui ou non, les femmes ont des modes de garde pour les enfants? Alors, pas les femmes, les parents d'ailleurs. Les parents, si j'allais dire. Les parents... Les papas aussi lâchent le mode de garde normalement. Exactement, parce que si les parents n'ont pas de mode de garde, ça va... parce que économiquement, etc., peut-être plus retomber sur les femmes. Donc, des modes de garde suffisants, ça veut dire qu'on va avoir des femmes et des consoeurs qui vont avoir le temps de s'impliquer dans ce qu'elles souhaitent et dans le débat public. Donc voilà, moi je pense que, du coup, c'est pas quelle mesure au singulier, mais il faut rechercher tout ce qui sont des freins qui semblent être des petits détails, mais qui vont vraiment rendre l'accès au débat public extrêmement compliqué. Et l'éducation aussi. Et là, on a des efforts à faire sur l'éducation dès le jeune âge, sans exclure les hommes. Je pense que peut-être, et je crois qu'on en revient un petit peu, il ne faut plus exclure les hommes de ces discussions-là, parce que les hommes vont permettre, en ayant conscience de tout ça, que les femmes puissent prendre leur place dans le débat public. En tout cas, vous nous avez fait une belle démonstration ce matin. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir pris le temps de prendre ce Café des Lionnes avec nous. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lionnes. Bonne semaine à tous.